On va parler dans cette séquence de la spermatogenèse ou la fonction exocrine du testicule. Donc, spermatogenèse, c'est ce processus qui permet au testicule de produire les gamètes mâles, à savoir les spermatozoïdes haploïdes. Cette production de spermatozoïdes se fait au niveau des tubes séminifères du testicule. Dans un tube séminifère, on distingue deux régions, une paroi remplie de cellules qui évoluent en spermatozoïdes, donc une paroi où se déroule cette spermatogenèse, et une lumière au centre de chaque tube séminifère où va se faire la libération de ces spermatozoïdes. Donc, on va parler de cette séquence des phases de la spermatogenèse et du contrôle hormonal de ce processus de production des gamètes mâles. Donc, comment commence cette spermatogenèse? Au niveau de la périphérie d'un tube séminifère, c'est-à-dire les parties les plus externes du tube séminifère, on distingue des cellules souches diploïdes qu'on appelle les spermatogonies. Une fois arrivés à la puberté, ces spermatogonies vont déclencher des mitoses successives en poussant les nouvelles cellules vers le centre du tube séminifère, c'est-à-dire en direction de la lumière. Donc voilà, la spermatogonie se divise par une première mitose, ensuite une deuxième mitose. Ça veut dire que chaque spermatogonie souche va produire 4 spermatogonies filles, donc j'ai schématisé seulement 2 pour gagner de l'espace. Parmi ces 4 spermatogonies filles, il y a une spermatogonie qui va constituer une réserve. Donc, c'est une spermatogonie de réserve qui ne va pas poursuivre les autres phases de la spermatogenèse, mais qui va plutôt répéter 2 nouvelles mitoses et ainsi de suite. Après chaque 2 mitoses successives, il y a 3 spermatogonies qui s'engagent dans le reste de la spermatogenèse, alors que la 4e va rester sous forme de réserve. Et ça explique pourquoi les spermatogonies ne s'épuisent jamais dans les tubes séminifères de l'homme. Donc, la spermatogenèse va pouvoir continuer de la puberté jusqu'à la mort. Donc, puisque ce sont des mitoses, donc première mitose, deuxième mitose, l'état diploïde des spermatogonies sera conservé et les chromosomes vont donc rester en totalité 46 chromosomes dans chacune des spermatogonies filles. Donc, laissons à part cette spermatogonie réserve qui va continuer à faire des mitoses, les autres spermatogonies, les 3 autres spermatogonies, vont commencer à s'accroître, c'est-à-dire que le volume cellulaire va augmenter. On obtient le spermatocyte 1, qui est encore une cellule diploïde, parce qu'on n'est pas encore arrivé à la réduction chromosomique qui se fait au cours de la méiose. Donc, en quoi consiste cette phase, qu'on appelle la phase d'accroissement? Il s'agit en réalité de l'interphase qui prépare la cellule à la méiose qui va arriver. Donc, pendant l'interphase, il y a 3 étapes. Une étape G1 où la taille de la cellule s'accroît. Une étape S pour dire synthèse où la cellule va dupliquer ses chromosomes par réplication d'ADN. Et une nouvelle phase de croissance qu'on appelle la phase G2. Donc, G1 plus S plus G2, c'est une interphase de méiose. Dans ce cas, on parle de la phase d'accroissement. Donc, les chromosomes du spermatocyte 1 sont des chromosomes déjà dupliqués. Et je vais donc ajouter la première phase, c'est la phase de multiplication qui correspond aux mitoses des spermatogonies. On est en train de se rapprocher vers le centre du tube séminifère. J'ai dit que les nouvelles cellules qui se divisent, les anciennes cellules plutôt, vont pousser les nouvelles cellules vers l'intérieur du tube séminifère. Donc la spermatogenèse se fait de façon centripète, de la périphérie du tube vers la lumière, c'est-à-dire vers la partie centrale du tube séminifère. Que va faire ensuite ce spermatocyte 1? Donc il a réalisé son interface, c'est une cellule prête à s'engager en méiose. Donc, le spermatocyte 1 va réaliser la première division de la méiose, c'est la division réductionnelle. Par cette division réductionnelle,
deux cellules filles vont apparaître. Ce sont les spermatocytes 2. C'est une division réductionnelle, donc ça permet de passer de l'état diploïde à l'état haploïde à N chromosomes, mais qui conservent encore leur état dupliqué. Chacun de ces spermatocytes 2 va réaliser la deuxième division de la méiose, donc la division équationnelle. Par cette division équationnelle, on passe de N chromosomes dupliqués à N chromosomes simples. Donc, deux nouvelles cellules vont apparaître, bien sûr à partir d'un spermatocyte 2. Ce sont les spermatides, des cellules de petite taille qui sont toujours très proches du centre du tube séminifère, donc de la lumière, et ce sont des cellules à N chromosomes simples. Voilà donc la méiose qui constitue dans la spermatogenèse la phase de maturation. Et c'est donc la méiose. Les spermatides sont des cellules matures d'un point de vue chromosomique. Elles possèdent un chromosome simple, c'est caractéristique des gamètes, mais ce sont des cellules structurellement incapables de réaliser la fécondation du gamète femelle. Qu'est-ce qui arrive à la fin de la spermatogenèse? La spermatide va commencer à profondément modifier sa structure, ses composants, sa taille, sa forme, pour devenir une cellule allongée, flagellée, qu'on appelle le spermatozoïde. Le spermatozoïde, donc, c'est le gamète mâle. C'est une cellule différenciée. Cette dernière étape de spermatogenèse est déjà qualifiée de phase de différenciation ou bien de spermiogenèse. Donc, qu'est-ce qu'une cellule différenciée? Le spermatozoïde possède une structure unique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autres cellules humaines qui ressemblent au spermatozoïde. Sa structure spéciale va lui permettre d'assurer sa seule fonction, à savoir féconder le gamète femelle. Donc, une cellule différenciée est une cellule à structure spéciale en rapport avec une fonction unique. Dans ce cas, donc, c'est la fécondation du gamète femelle. Ce spermatozoïde donc montre trois parties, une tête, une pièce intermédiaire et une queue qui est principalement formée du flagelle. Dans une autre séquence, on va expliquer en quoi consiste la différenciation de la spermatide en spermatozoïde. Et bien sûr, cette tête renferme le noyau à N chromosomes simples. Donc voilà le déroulement de la spermatogenèse. Donc c'est une succession de 4 étapes qui va prendre environ 74 jours. Bon, cette durée n'est pas exacte, c'est une durée moyenne, ça diffère d'une étude à une autre, d'un document à un autre. Mais on va considérer que c'est un processus qui dure 74 jours. Je vais passer à la deuxième partie de notre explication. Je vais parler du processus de contrôle des étapes de la spermatogenèse. Rappelons qu'au niveau de la paroi du tube séminifère, il existe non seulement des cellules germinales qui se développent en gamètes, mais il y a aussi les cellules de Sertoli. Comme le nom l'indique, ce sont des cellules découvertes par M. Sertoli. Ces cellules ont une taille géante. Elles vont englober tous les autres types de cellules, c'est-à-dire qu'elles sont en contact avec tous les autres types, tous les stades de la spermatogenèse. Eh bien, ces cellules de Sertoli, ce sont elles qui contrôlent les différentes étapes de la spermatogenèse, mais de manière un peu différente. Les cellules de Sertoli sécrètent des substances chimiques de nature très diversifiée qui vont déclencher les mitoses des spermatogonies, donc la multiplication,
et permettent à certaines de ces spermatogonies d'évoluer par accroissement en spermatocyte 1. La cellule de Sertoli est activée par une gonadostimuline hypophysaire, la FSH. Donc, comment lire ce schéma? La FSH hypophysaire contrôle les cellules de Sertoli, c'est-à-dire qu'elle va activer les cellules de Sertoli et par conséquent, ces cellules de Sertoli vont à leur tour développer la multiplication et l'accroissement, contrôler la multiplication et l'accroissement des cellules germinales. C'est ce qu'on appelle l'initiation de la spermatogenèse. Initiation. Et voilà. La FSH possède un autre effet sur les cellules de Sertoli. Elle leur permet de libérer une protéine qu'on appelle l'ABP. C'est une protéine qui transporte les androgènes, androgen binding protein. Les androgènes, ce sont les hormones sexuelles mâles produites par le testicule, notamment la testostérone. Donc l'ABP se combine à la testostérone, elle la concentre au niveau du tube séminifère, parce que la testostérone est sécrétée à l'extérieur du tube par les cellules de Leydig du tissu interstitiel. Donc, la testostérone transportée par l'ABP va stimuler la suite de la spermatogenèse, c'est-à-dire qu'elle va stimuler l'achèvement de la spermatogenèse. Achèvement, c'est-à-dire les dernières phases de la spermatogenèse. La testostérone a été sécrétée par les cellules de Leydig, contrôlée par l'autre gonadostimuline hypophysaire. Il y a deux gonadostimulines, la FSH et la LH. Donc, je vais relire cette partie du schéma. La LH hypophysaire contrôle les cellules de Leydig, c'est-à-dire qu'elle active leur fonctionnement. Les cellules de Leydig libèrent l'hormone testostérone qui se combine à l'ABP des cellules de Sertoli. Cette combinaison va permettre de stimuler les dernières étapes de la spermatogenèse qu'on qualifie d'achèvement de la spermatogenèse. Donc, il y a une notion qui se dégage à partir de toute cette explication. Plusieurs hormones doivent intervenir pour que l'homme puisse produire les spermatozoïdes au niveau des tubes séminifères de ses testicules. Cette combinaison d'action, cette complémentarité d'action entre les gonadostimulines et la testostérone est qualifiée de synergie hormonale. Les hormones fonctionnent en synergie, c'est-à-dire qu'elles vont s'entraider, qu'elles vont toutes participer à un même processus, dans ce cas donc, la spermatogenèse. Imaginez la disparition de l'une de ces hormones, vous allez comprendre que tout le processus devient impossible. Par exemple, en l'absence de FSH, les cellules de Sertoli vont régresser et leur capacité à déclencher la spermatozoïde à déclencher la spermatogenèse sera fortement réduite. De la même manière, s'il y a un manque de LH, la sécrétion de testostérone deviendra rapidement insuffisante et elle sera incapable de stimuler correctement l'achèvement de la spermatogenèse. Voilà donc ce qu'on peut dire du contrôle et du déroulement de la spermatogenèse.